Bonjour et bienvenue à tous pour ce numéro de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Georges-Louis Boucher. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes délégué général MR et on va parler d'actualité évidemment avec vous, comme chaque jour. Tout d'abord, revenir sur ce qui s'est passé à Berlin. Les suites d'abord sur la sécurisation de nos marchés de Noël, notamment Plaisir d'hiver à Bruxelles. Vous trouvez que les autorités ont pris les bonnes dispositions ? Oui, mais maintenant on sait aussi que le problème existait déjà. Donc j'ai parfois été surpris par certaines déclarations où on nous dit voilà, la sécurité était déjà optimale, mais on la renforce encore. Bon, il n'y a pas de bonne manière de faire, c'est très compliqué. Peut-être chacun essaie de faire au mieux. Maintenant, on sait très bien que des attentats avec des camions, c'est tout à fait possible. J'ai même été surpris d'ailleurs à Berlin qu'il n'y ait pas de dispositif spécifique en la matière. Par exemple, dans ma ville, à Mons, c'était déjà le cas. Mais c'est vrai que malgré tout, on le renforce encore parce que, vous savez, quand vous sécurisez, il y a deux messages. Le premier, c'est ça doit être effectif, ça doit être efficace, mais il y a aussi un message d'apaisement pour inviter la population à continuer à mener une vie normale, parce que c'est quand même ça qui doit rester impératif. Il ne faut pas céder à la peur, ça c'est très clair. Et vous irez vous balader dans les marchés de Noël ? Aucun problème, que ce soit celui de Bruxelles, mais également à Mons. Les policiers allemands ont d'abord incriminé un mauvais suspect, c'était un réfugié, et il y a eu tout d'un coup une tornade de réactions anti-migrants. Alors, or, le suspect est toujours en fuite, on sait que c'est quand même l'État islamique qui a revendiqué, donc il y a bien une implication de Daesh, mais comment on explique comme ça ce rapport émotif de tout de suite critiquer tous les réfugiés et tous les migrants sous prétexte qu'un seul aurait été à la base d'un attentat ? Je vais être très clair avec vous là-dessus. Il y a véritablement un problème dans le monde politique et dans la société en général d'essayer de viser des groupes spécifiques de la population. Pour moi, il y a une seule règle qui compte, je suis juriste, c'est le respect de la loi. Et donc que vous soyez belge, que vous soyez migrant, que vous soyez réfugié, que vous soyez, donc quand je disais migrant économique, pour moi, la seule chose qui compte, c'est que vous respectez les lois. Celui qui ne respecte pas la loi doit être condamné plus durement, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit étranger ou national. Celui qui ne respecte pas cette loi doit tout le temps être poursuivi. Celui qui la respecte, alors, a droit aussi à l'ensemble des droits qui sont conférés aux citoyens. Et donc le fait qu'il soit migrant ou pas migrant, c'est pas ça qui compte. C'est de savoir s'il est migrant, effectivement, comment a-t-il pu rentrer sur le territoire ? Est-ce que le contrôle a été suffisant ? Est-ce que le traitement du dossier a été suffisamment précis et fait de manière efficace ? Ça, c'est vrai que c'est une vraie question. Mais je pars du principe qu'un Belge riche n'est pas plus criminogène par nature qu'un étranger pauvre et inversement. Et donc il faut revenir à une société juste. Et la société juste, ce n'est pas celle dans laquelle on est en train de vivre finalement, où une fois on pointe les riches, une fois on pointe l'étranger. En tout cas, on pointe toujours un autre dont on ne serait pas. Ce n'est pas comme ça qu'on va créer une société efficace, mais par contre en sanctionnant plus durement, avec plus d'efficacité, ceux qui commettent des infractions, quelle que soit leur origine et leur nationalité. Donc être plus dur, mais pas être stigmatisant. Il faut être juste. Et en fait, le mot, dans notre société, et moi je le ressens, je fais beaucoup de débats de par ma fonction, je ressens un profond sentiment d'injustice dans la population. Et si on ne répond pas à ça, c'est ça qui fait monter les populismes. On le voit quand certains s'octroient des privilèges, quand d'autres commettent des illégalités et ne sont pas sanctionnés ou pas poursuivis. Et ça, les gens, à juste titre, ne le supportent plus. Alors, vous savez qu'il y a un débat entre les juristes, pour l'instant, sur cette présence intempestive de Bart De Wever lors d'une réunion policière au ministère de l'Intérieur. Alors, est-ce que le secret professionnel, est-ce qu'il était violé ou pas ? En tout cas, dans l'Écho, le professeur et avocat Marc Uitendaal écrit ceci, je vais vous lire l'extrait, vous pourrez réagir. « Il faut à tout prix sauver le soldat Jambon. Alors, comme dans le monde de l'entreprise, on organise une réunion de crise. Et comme dans le monde de l'entreprise, on y invite l'actionnaire majoritaire, celui qui a le plus à perdre. Voilà sans doute pourquoi Bart De Wever a été convié à cette réunion. » Alors, l'actionnaire majoritaire, c'est un bon nom, ça, pour Bart De Wever ? Tout d'abord, vous savez, moi j'ai eu Marc Uitendaal comme professeur à l'ULB, donc j'ai beaucoup de respect dans sa qualité de professeur, mais j'ai été extrêmement surpris par son imprécision sur le plan juridique. D'ailleurs, la politique fait dire beaucoup de bêtises quand on se substitue finalement à son rôle de scientifique et qu'on essaie de jouer un rôle politique, quand il a parlé de violation du secret de l'instruction. Parce que ça impliquerait qu'au cabinet du ministre de l'Intérieur, il l'a dit dans les colonnes du soir, ça voudrait dire que au cabinet du ministre de l'Intérieur, on mène une instruction. Jusqu'à preuve du contraire, une instruction est menée chez un juge d'instruction.
Oui, mais c'est là, lui. il parle de c'est lui secret professionnel. Oui, mais c'est lui qui a parlé de secret de l'instruction. Premier élément. Ouais. Deuxième élément, le secret professionnel s'applique à qui? Il s'applique à l'agent qui est censé donner une série d'informations ou ne pas les divulguer. Donc à partir de là, la présence de quelqu'un dans une pièce ne viole pas le secret professionnel. Ce qui compte, c'est de savoir ce qui a été dit et par qui ça l'a été. Troisième élément, la présence a été justifiée, énoncée. Encore une fois, la simple présence dans une pièce. Vous savez, moi je rencontre régulièrement le chef de la zone de police. Je rencontre régulièrement des magistrats. Ce n'est pas pour autant qu'ils violent leur secret professionnel. Tout ce qui compte, c'est de savoir les éléments qu'ils me donnent et est-ce que ces éléments peuvent être connus ou Mais pas. ça ajoute un élément à une liste d'éléments où on voit que Bart de Wever a un poids au sein de ce gouvernement alors qu'il n'est pas membre du gouvernement. Non, alors ce qui est très particulier, c'est que quand il s'agit de Bart de Wever, tous les compteurs s'affolent et les commentateurs perdent un petit peu pied. C'est jusqu'à preuve du contraire dans notre pays, et on peut même le regretter, moi je n'ai pas de problème avec ça, ce sont les présidents de parti qui font des propositions au niveau des noms des ministres. Et puis après, eh bien, le Premier ministre, un chef de gouvernement, détermine son gouvernement et ils vont prêter serment chez le roi. C'est une pratique. Oui, mais on n'a pas l'impression de voir Olivier Chastel à des réunions chez François Belot, par exemple. Mais je peux vous dire que lorsque, et nous avons connu des démissions dans notre chef, lorsque la démission de Mme Galland, par exemple, a été actée, il est évident que le président de parti avait un rôle central. C'est la même chose. Monsieur Yambon, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Monsieur Yambon, à un moment donné, sent que peut-être il devra démissionner, peut-être que sa responsabilité politique pourrait être mise en cause. Il est normal qu'il en réfère à son président de parti. On fait tous partie d'un parti politique, c'est une équipe, et lorsque vous prenez une décision qui peut impacter l'équipe, il est normal d'en référer à son chef. Et la NVA ne pose pas de problème au sein de la majorité et du gouvernement aujourd'hui? La NVA fait le travail. Il n'y a pas dans le gouvernement... Alors bien sûr, il y a des débats, mais ça c'est normal. Ce n'est pas parce que nous, par exemple, nous sommes associés au CDNV, à la NVA et à l'OpenVLD dans ce gouvernement que l'on est d'accord avec l'ensemble des programmes politiques de ces trois formations. Donc nous aussi, on amène une série d'éléments. Il y a des discussions, il y a des compromis. Alors la NVA a une touche particulière. C'est que c'est un parti plus jeune et qui donc a peut-être une manière de communiquer qui ne correspond pas aux pratiques traditionnelles du monde politique tel qu'on le connaît. Ça veut dire que le MR devrait suivre l'exemple de la NVA dans la communication? Ça veut dire qu'un parti politique doit toujours évoluer, se remettre au goût du jour. Et je pense qu'il y a des initiatives prises par la NVA qui sont intéressantes en matière de communication. Ça ne veut pas dire que je partage toujours le fond du message, mais en matière de communication, force est de reconnaître qu'ils ont une certaine flexibilité, une certaine audace, une certaine modernité que n'ont pas les autres partis. Si vous voulez une preuve de ça, il suffit de voir leurs résultats aux élections par rapport aux autres partis flamands. Je crois que les autres partis flamands doivent quand même s'interroger sur leur manière de faire de la politique quand on voit les résultats obtenus par la NVA. Donc sans juger sur le fond, les tweets de Theo Franken, par exemple, c'est une bonne communication. En tout cas, c'est une communication qui est percutante. Alors, en politique, il n'y a pas que l'efficacité non plus. Il y a l'éthique derrière. Quel est le message que vous faites passer? Je ne voudrais pas que l'on pense que, finalement, l'efficacité prend le pas sur tout et qu'on pourrait tout dire n'importe comment. Donc, à chaque fois, selon le type de message, on peut s'indigner ou se réjouir. Mais force est de constater, il n'y a pas que les tweets de M. Franken. Il y a toute cette campagne de communication massive sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est quelque chose qui n'est pas si bien maîtrisé que ça par de nombreux partis politiques belges. D'ailleurs, je vais vous dire, en Belgique, on voit un très gros retard par rapport aux partis politiques américains ou même français sur l'appréhension de ces nouveaux modes de communication. Peut-être là, un autre dossier sur lequel on pourrait peut-être communiquer davantage sur les réseaux sociaux, c'est le dossier Casagate. Il va être bouclé dans un mois. Le soir, il revient ce matin en donnant des éléments supplémentaires et en disant il est probable qu'Armand de Decker sera inculpé dans cette affaire. Il est aujourd'hui en congé de maladie, abandonné par le MR. Est-ce qu'il reviendra dans la course un jour? Alors, personne n'est abandonné par personne, premier élément. Deuxième élément, il n'y a pas d'élément nouveau. On nous dit qu'il est probable qu'il soit inculpé. On verra s'il l'est ou pas. Vous savez, s'il l'est. Il est probable de beaucoup de choses. On peut évoquer l'ensemble des possibilités, mais le MR a été très clair. Inculpation vaut démission. Maintenant, il est titulaire de ses mandats, donc c'est à lui aussi, dans la situation actuelle, de savoir dans quelle mesure il peut les exercer sereinement. Mais ce qui est certain, c'est que si inculpation il y a, alors des dispositions seront vraisemblablement prises, comme ça a toujours été le cas avec le MR. Mais je tiens quand même à rappeler
un élément important, vous ne pouvez pas, en tant que parti politique, vous substituer à la justice. Et donc à partir du moment où il y a juste une information judiciaire, ce n'est pas au MR à mener une enquête et à décider s'il faut condamner ou pas condamner. Alors pourquoi est-ce qu'il ne peut pas garder ses mandats au sein du MR? Parce que là, finalement, il n'y a pas eu de décision de justice. Parce que le président de parti s'est expliqué très clairement. Il y a eu des propos dans le chef de M. De Decker qui n'ont pas été adéquats par rapport à la situation. Il y a, selon notre commission de conciliation et d'arbitrage, eu un problème éthique, à tout le moins, par rapport à ce positionnement entre avocats et hommes politiques. Et cette difficulté-là engendre que M. De Decker ne peut plus s'exprimer au nom du MR, ni assumer des mandats au sein de la structure. Alors on saura en 2017 s'il est inculpé ou pas. Mais en tout cas, on va parler de vos espoirs à vous en 2017. D'abord sur 2016, l'année n'a pas été facile. Vous avez été dégommé de la majorité par Di Rupo à Mons, privé de Parlement wallon par le retour de Jacqueline Galland et un échec aux élections internes. Alors, comment vous allez rebondir en 2017 ? Qu'est-ce que vous avez une vision négative des choses ? Ce sont les faits. Je vais être franc, mais non, sur les élections internes, je vais y revenir. Je ne considère pas avoir passé une mauvaise année 2016 parce que finalement c'est une année qui m'a permis de faire plus passer mes idées. J'ai pu mener un débat sur l'allocation universelle qui est loin d'être terminé, un débat sur l'obligation de vote qui est également loin d'être terminé et finalement j'ai pu montrer qu'à Mons, oui, il y a un parti socialiste dominant, mais il y a aussi une alternative avec l'ensemble de mon groupe communal pour gérer la ville autrement. Et donc moi je vais vous dire, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai une vision assez positive de cette année 2016 parce que quoi qu'il arrive après, ça aura été une année charnière. Et donc, vous savez, en politique, on a souvent des événements et finalement, il faut les utiliser au mieux pour pouvoir faire passer vos idées. Pour le moment, ça ne se passe pas trop mal. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est peut-être le déclencheur de quelque chose. Quant aux élections internes, vous savez, si je m'étais présenté à ce poste-là il y a 2 ans, j'aurais certainement fait 5% des voix. Il faut rappeler que ma concurrente avait été élue avec 97% la dernière fois. Ici, je représente près de 40% de mon arrondissement dans un contexte et un climat qui n'était pas simple. Je pense qu'on l'a assez relaté et donc je suis assez satisfait. Comme les cyclistes, vous ferez mieux la prochaine fois, c'est ça? Mais surtout, moi je le vois comme un travail. Vous savez, j'ai 30 ans. Je suis actif en politique de façon visible depuis 4 ans. J'ai été surtout connu finalement il y a quelques mois, ou en tout cas plus visible il y a quelques mois par les événements qui me sont arrivés. Donc je suis pas mécontent finalement du travail qui est mené. Et bien sûr, il faut toujours s'améliorer. Donc 2017 sera une année de dur labeur en vue des préparations des communales. Merci Georges-Louis Boucher. Merci beaucoup. Demain, je recevrai Charles Piquet. Bonne journée, bonne soirée d'ici là.